Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez au cœur de l'info du vrai ce soir, protestantisme, la religion silencieuse. En tout cas, en France, les protestants fêtent leur 500e anniversaire. En France, la religion de Luther et Calvin sait se faire discrète mais influente, en tout cas dans les milieux de pouvoir. Il n'empêche, on entend peu les protestants sur les grands sujets de société qui souvent nous divisent, comme par exemple le mariage gay, les rapports avec l'islam. Dans le reste du monde, avec les évangélistes, le protestantisme fait du bruit et ne cesse de progresser. Nous nous intéressons donc ce soir à 800 millions de fidèles. Et pour commenter cet anniversaire, avec nous Jean-François Colossimo, qui est historien des religions. Vous enseignez la philosophie à l'Institut orthodoxe Saint-Serge de Paris. Et citons ce soir Les hommes en trop, la malédiction des chrétiens d'Orient, votre livre paru chez Fayard. Antoine Nouis, c'est lui théologien, ancien pasteur. Vous êtes conseiller théologique de l'hebdomadaire Réforme. Vous êtes aussi l'auteur d'une lettre à ma belle-fille catholique pour lui expliquer le protestantisme. Tout cela est parfaitement logique. Aux éditions Labor et Fides. Enfin, Isabelle de Gaulmin est rédactrice en chef adjointe au journal La Croix. Sur le site de Journal, un dossier intitulé « En France, protestantisme vivant ». Votre dernier livre, Histoire d'un silence sur l'affaire Prénat à Lyon, est paru aux éditions du Seuil. Faut que je vous demande quand même une réaction d'actualité, parce que comme on va parler aussi des rapports entre les religions ce soir, on a donc ce verdict qui vient de tomber concernant Abdelkader Merah, coupable donc d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, mais pas de complicité d'assassinat. Il est condamné à 20 ans de prison. Voilà, je voulais vous demander une réaction, Jean-François Colossimo. Je pense que pour ceux qui craignaient soit une justice démissionnaire, soit au contraire une justice vengeresse, il semble que le verdict soit équilibré dans le sens où effectivement, il n'est pas poursuivi pour des choses dont on n'a pas pu faire la preuve, c'est-à-dire sa participation à des actes, mais en même temps, cette notion d'association en vue du terrorisme, c'est une notion extrêmement forte, puisque c'est un monde de réseau. Oui, mais en même temps, on ne reconnaît pas sa complicité, finalement, dans le fait de l'assassinat lui-même. C'est là toute la subtilité du jugement. Mais il y avait plusieurs chefs de ce qu'on appelait jadis l'inculpation, et encore une fois, il n'aurait pas été le frère de Mohamed Merah. Il aurait été trouvé en situation d'association en vue de commettre des actes de terrorisme ou de propager cette idéologie. Il aurait été justiciable de la même façon. Comment réagit le théologien et l'ancien pasteur le théologien, il fait confiance à la justice et il dit que justement qu'il y a une des bases, c'est justement de distinguer la justice des autres autorités. La justice fonctionne avec ses propres critères et pour ce que j'en sais, a priori, la justice a rendu son jugement selon ses propres critères, ce qui est juste. Isabelle de Gaulmin. Oui, peut-être juste me souvenir de une des paroles fortes du père et grand-père des victimes, oui, qui a dit « J'aimerais qu'on arrête de parler de Merah et qu'on donne un nom et un visage aux victimes ». Et c'est vrai que nous, médias, on parle beaucoup de Merah, on parle beaucoup moins des victimes. Voilà, c'est peut-être temps maintenant de parler des victimes. Merci de ces premières réactions, ce premier tour de table. Alors, on revient à nos protestants. Je disais pour commencer l'émission, d'une certaine façon, assez discret en France et suractif avec les évangéliques dans le monde entier. C'est la bonne photo du protestantisme aujourd'hui, Jean-François Colossimo ? Oui, disons que d'abord, les évangéliques, soyons justes, ils ne sont pas absents de France non plus. Non. Ils ont même beaucoup revivifié, je dirais, le tissu protestant historique qui en France était luthérien et calviniste, avec ces deux grandes poches, les Cévennes d'un côté, pays protestant, et puis évidemment l'Alsace de l'autre. Alors ces évangéliques, est-ce qu'ils sont parfaitement protestants au sens où on l'entend nous ? Nous, on a l'habitude d'un protestantisme très libéral, d'un protestantisme complètement intégré, d'un protestantisme qui a donné beaucoup à la République, qui a participé à la laïcité. Ces évangéliques-là, ils sont quand même un peu d'autre part, même quand ils sont français, culturellement, oui, ils sont quand même un peu américains. Et ça, c'est évidemment la mondialisation. On va voir dans notre reportage à quel point ils sont actifs aujourd'hui, notamment en Afrique. Là, oui, pour le coup, ils sont en train de gagner. Dans ma bouche, ça n'est jamais déplaisant, mais c'est une réalité des parts de marché. Juste, vous avez employé le terme d'évangélique, c'est le bon terme, mais parfois certains entendent le terme d'évangéliste. Or, justement, quel est le distinguo ? C'est peut-être voilà, Isabelle de Gaulmin. 4 évangélistes. Voilà. Et les gens qui sont évangéliques, c'est-à-dire c'est cette partie du protestantisme qui n'est ni réformé ni luthérien, et qui sont peut-être ils sont sur une conception plus du sentiment, plus de une religion qui est plus de l'enthousiasme. Ce sont des gens qui sont, y compris en France d'ailleurs, qui sont beaucoup plus prosélytes que ne le sont les réformés ou les luthériens, par exemple. Mais par contre, sur le fait que les protestants en France sont pas très importants, je suis pas bien d'accord. Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas très importants, je vous ai dit qu'on les entendait relativement peu. Alors après, on peut nous dire, c'est vous, journalistes, c'est généralement la réponse qu'on fait, qui ne vous tournez pas vers eux avec des micros. Mais il y a
relative discrétion du protestantisme Alors, ils français. sont discrets par nature, mais quand même, 3% de la population française, mais quand même, ils sont dans tous les lieux de pouvoir, les protestants notamment réformés. On a dit que Macron était protestant, je pense que c'est pas vrai, mais par contre, il est lui aussi un peu influencé par ce courant de pensée. On les retrouve dans la banque. Et ce sont des gens quand même, on voit par exemple au moment des élections, ils ont pris parti de manière beaucoup plus claire. Par exemple que les catholiques, donc ils sont dans les débats de société. Sur l'éthique, ils sont dans les débats de société. Ils ne sont pas tout à fait sur le même niveau que les catholiques. Souvent, ils sont plus ouverts, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils sont plus prêts d'accepter la modernité avec tout ce que ça implique. Alors, c'est intéressant ce que vous venez de décrire. Je vais me tourner dans un instant vers Antoine Nuis qui pourra réagir à vos deux réactions, si je puis dire. Mais est-ce que vous venez de me décrire aussi des réseaux protestants au cœur du pouvoir ? Dans les milieux d'affaires, dans la banque. Dans la banque, dans la politique aussi, au Conseil d'État, dans la haute fonction publique. Les protestants sont surreprésentés par rapport à leur nombre en général. C'est-à-dire que ce sont... il y a des grandes familles protestantes et qu'on retrouve quand même de génération en génération dans ces lieux-là. On sait d'ailleurs aussi que ce qu'il faut bien voir, c'est que les catholiques se sont fait, ou plutôt la République s'est fait contre le catholicisme, la République s'est fait avec le protestantisme. Les protestants, ce sont les fils de la République. C'est eux qui ont fait la loi de 1905. Donc ce qui fait qu'ils ont toujours été très prêts à intervenir, à être acteurs de la société en France. Ils ne le disent pas, ils ne le proclament pas, puisqu'ils ne sont pas comme ça, mais je pense qu'ils sont importants. Vous voyez, vous êtes... Alors là, on est en train de décrire des protestants discrets et à la limite du dissimulé, Antoine Nuis. Alors, je crois qu'il faut préciser les choses. D'une part, il y a des protestantismes. Ouais. Alors, c'est vrai que le protestantisme traditionnel, dont on dit que c'était les grandes familles qui étaient proches du pouvoir, qui étaient puissants dans la banque, ce protestantisme est de moins en moins vrai. Ça l'est encore. Mais c'est moins que ce que ça ne l'était il y a encore quelques décennies, je dirais. En revanche, émerge un autre protestantisme, qui est un protestantisme qui, contrairement à ce que vous disiez tout à l'heure, n'est pas discret. Je veux dire, allez en Seine-Saint-Denis et vous allez voir qu'il y a des églises qui sont au contraire plutôt plein de bruit, plein d'effervescence, plein de chants, plein de danse, etc. Et qui est en train de reconfigurer le protestantisme. Et notamment, le protestantisme est en train de se reconfigurer à partir des populations d'origine étrangère, que ce soit africaines, mais aussi asiatiques, tamoules, chinoises, coréennes, et qui est en train de... Et du coup, ça donne aussi un changement dans le protestantisme, où le protestantisme devient beaucoup plus populaire, beaucoup plus... proche de la base, et le protestantisme qui autrefois était vu comme une religion qui était plutôt bourgeoise, la haute société protestante. Statistiquement, celle-là est de moins en moins forte, mais ce qui est nouveau, c'est un nouveau protestantisme qui part de la base. Ces nouveaux protestants qui sont très souvent des évangéliques, dont nous parlions il y a quelques instants. Alors pour une religion que nous avons qualifiée ce soir de silencieuse, la Fédération protestante a fait les choses en grand. 3 jours de célébration autour du 500e anniversaire des écrits de Martin Luther. Tout cela s'est terminé avec un concert de rock œcuménique où protestants et catholiques ont versé ensemble des larmes de joie. François-Xavier Rigaud et Stéphane Lopez. Bon. Au pied de la cathédrale de Strasbourg, le protestantisme fête son 500e anniversaire. Voilà, bonjour Bernard, comment vas-tu? Très bien. Le pasteur François Claveroli est le président de la Fédération protestante de France. C'est plein, il y a du monde? Ah oui, aujourd'hui, on a à peine le temps de se poser, quoi. Pendant 3 jours, plus de 10 000 protestants venus de France et de l'étranger se sont donné rendez-vous dans la capitale alsacienne. Vous avez ici le protestantisme mondial, vous avez Singapour, vous avez le Togo, vous avez la Chine, vous avez les Antilles, vous avez le monde entier ici. Temps fort du week-end, le culte XXL réunissant plus de 8000 fidèles. Le 31 octobre 1517, le théologien Martin Luther diffuse ses 95 thèses, marquant la rupture avec le catholicisme et la naissance du protestantisme. Pour moi, un protestant, c'est quelqu'un qui veut suivre le message du Christ. Et pourquoi il est protestant et non pas catholique, pour prendre une des questions habituelles, c'est qu'il pense qu'il vaut mieux établir une relation directe avec le tout autre, celui qu'on appelle Dieu, et avec le Christ, sans passer par l'intermédiaire d'une institution, avec toutes ses hiérarchies, toutes ses normes, tous ses dogmes, etc. Tout est assez ouvert chez nous. Par exemple, citez-moi des exemples. Voilà, oui, Les pasteurs qui divorcent, les femmes pasteurs. Et
les confessions qui se marient entre eux, hein, c'est beaucoup plus difficile du côté catholique. C'est plus libre chez nous. Pasteur, François Claveroli s'apprête à monter sur scène pour célébrer cet anniversaire, placé sous le signe de la fraternité et de la réconciliation. Faisons maintenant est celui de nous mettre à l'écoute, au cœur du culte. Un culte de 2 heures, ponctué par de nombreux chants de louange à Dieu. Fait exceptionnel, un évêque catholique est invité à prendre la parole. Il y a encore quelques décennies, il aurait été difficilement imaginable de pouvoir faire mémoire ensemble, protestants et catholiques, du témoignage et de l'héritage de Martin Luther. Le soir, les jeunes protestants se retrouvent pour un concert de rock. En tête d'affiche, Impact, un groupe de pop louange canadien. Ouais, c'est de la louange quoi. Enfin, louange. Je sais pas, c'est des chants pour louer Dieu. Mais non. C'est un groupe de folie. C'est pour ça que je suis venu. Comme avant chaque concert, les membres du groupe canadien se réunissent dans leur loge pour prier. Ce projet, Seigneur, de voir des endroits, Seigneur, qui étaient consacrés à toi, Seigneur. À leur côté, le groupe catholique Glorious, invité ce soir à partager la scène le temps d'une chanson. On entre en grâce pour ce ministère d'Impact. Qui a dit que l'église devait être ennuyante? On a invité Glorious, qui est probablement le groupe le plus connu dans tout le milieu catholique. Tu sais, pendant la réforme protestante, il y a 500 ans, on se tapait pas mal sur la figure les uns les autres. Puis 500 ans après, on se dit, ben, finalement, tout ce qui nous unit est beaucoup plus grand que ce qui nous sépare, qui nous divise. Donc, c'est ça l'unité. Je suis juste vraiment ému que Glorious soit avec nous et qu'on laisse faire les différences. T'sais, moi, je suis pas né dans l'église. Puis moi, les étiquettes d'être protestant, d'être catholique, d'être évangélique, honnêtement, j'en ai pas rien à faire. Moi, je veux juste aimer Dieu. Bonsoir Strasbourg, est-ce que ça va? On va tous ensemble, les chansons. Mardi, la Fédération luthérienne mondiale et le Vatican ont publié un communiqué commun où ils demandent pardon pour les violences qui ont marqué l'histoire de ces 2 religions depuis 5 siècles. Ce communiqué commun a quand même une très forte charge symbolique, Isabelle de Golemin. Ah oui, quand on pense d'où on vient. Et c'est pas simplement il y a 500 ans, mais il y a même encore 60 ans dans les familles. Ça pouvait être un drame quand quelqu'un allait se marier dans une famille catholique à une personne protestante. Donc on vient de très très loin. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Alors ce qu'il faut dire aussi en France, c'est qu'on est passé d'une situation où l'Église catholique était très dominante à une situation aujourd'hui où elle est minoritaire, un peu comme les protestants. Donc du coup, il est plus facile de se retrouver entre 2 religions qui aujourd'hui sont dans une société plurireligieuse avec aussi des athées et des musulmans. Alors, vous venez de l'évoquer, il y a une histoire, mais en même temps, il y a une actualité. Est-ce que vous pensez que cette réconciliation se fait aussi sous pression de l'islam ? La question est intéressante. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce que c'est le fruit de tout un mouvement qui a commencé tout au long du XXe siècle. Oui. Hein, et c'est le fruit de Vatican II. Et je crois que avant même que la question de l'islam pose question, de plus en plus, un chemin de convergence, de dialogue existe. Cela dit, aujourd'hui, c'est vrai que, moi j'étais très frappé par le pape actuel. Il dit, au regard de l'urgence de la situation de notre monde, et c'est l'islam, c'est tous les problèmes de notre monde. Alors à ce moment-là, nos divergences, c'est pas très important, et voyons tout ce que nous pouvons faire ensemble. Et ça, c'est une évolution très nette pour moi. Jean-François Colossy. Non, je crois que là, franchement, là, ça n'a aucun rapport avec l'islam. C'est la réconciliation de 2 Europes. Les 2 Europes qui sont nées de la réforme il y a 5 siècles de ça. Les guerres de religion, elles n'ont pas eu lieu qu'en France. Nous, on a toujours un peu le nez, je dirais... Sur la Saint-Barthélemy, vous voulez dire? Oui, sur la Saint-Barthélemy, notre histoire. C'est un peu normal aussi, remarquez. Bien sûr, mais les guerres de religion, elles ont vraiment fracturé l'Europe. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là aussi qu'il y a vraiment eu une Europe du Nord, protestante, et une Europe du Sud,
catholique, et puis en plus, il n'y a pas eu véritablement de nettoyage ethnique, mais la paix de Westphalie, c'est en fait que chaque pays devient homogène, vous voyez. Il y a encore 10 ans, la Suède, la Norvège, tous les pays scandinaves avaient une église d'État qui était luthérienne. Et les catholiques étaient quand même aussi un peu mal vus. Donc, c'est plutôt la construction européenne. La réconciliation entre la France et l'Allemagne, qui est en grande partie catholique aussi l'Allemagne, mais qui a sa partie protestante. Tout ça a joué dans l'idée que l'Europe devait en fait retrouver une mémoire sans blessure. Et les guerres de religion, ça a été la grande division, quoi. Rappelons-le. Isabelle de Golemin. Juste pour rappeler, pour bien voir d'où on vient, c'est qu'encore Benoît XVI refusait de reconnaître les protestants comme église. Il refusait de reconnaître qui que ce pour soit. des raisons théologiques. Non, mais c'est vrai. Donc là, on voit bien que le pape François a fait un pas décisif en allant lui-même en Suède. Il les considère comme des frères, etc. Donc voilà, on est vraiment à l'aboutissement d'un grand cheminement. Alors, sans être trop spécifique, quand on commence comme ça, généralement, c'est qu'on va l'être. Je suis d'accord avec les luthériens, les disciples de Luther, qui ont toujours été beaucoup plus proches de l'Église catholique, au fond, dans la compréhension des sacrements, de l'épiscopat, etc., que les calvinistes. Et en fait, c'est un peu la question. Vous le disiez tout à l'heure, il n'y a pas un protestantisme, il y a des protestants. Alors, c'est intéressant parce qu'à part les protestants eux-mêmes, je pense qu'il y a peu de gens en France qui savent vraiment ce que sont les protestants. On a une définition qui nous a été donnée dans ce reportage. Je vous pose la question à vous, qui avez été pasteur, si vous voulez nous dire qu'est-ce que c'est qu'un protestant. Non, mais c'est toujours les questions les plus simples. Vous me laissez combien de temps? 40 secondes. Non, bon, 3 choses. Une nouvelle compréhension de la justice de Dieu. Dieu me voit juste, par amour. Devant Dieu, je suis saint, irréprochable, inattaquable, comme dit l'apôtre Paul. Après, je suis invité à devenir ce que je suis. Mais je suis comme ça devant Dieu, c'est la découverte théologique de Luther. Deuxièmement, Luther convoquait la diète de Worms devant l'empereur, la diète, un rassemblement des responsables du Saint-Empire romain germanique. Merci. Devant l'empereur Charles Quint, on lui dit « Frère Martin, tu vois bien que tu es en train de créer le trouble, tu rentres dans l'ordre, tu te rétractes, on n'en parle plus. » Luther dit « Je ne puis, car ma conscience me dit que j'ai raison, et quand ma conscience est éclairée par la parole de Dieu, il est faux de parler contre sa conscience. » Lui, petit moine, pose sa conscience face au pape et à l'empereur. Le sujet est antérieur à l'Église. Deuxième point. Troisième point, s'il s'appuie sur sa conscience, c'est parce que la conscience est éclairé, dit-il, par la parole de Dieu, et donc c'est le rapport à l'Écriture, et d'une certaine manière, l'Écriture joue pour le protestantisme, pour faire vite, le rôle que joue l'Église dans le catholicisme. Alors, c'est très intéressant. Vous venez de me faire une réponse qui est plutôt historique. Si j'ai envie de vous dire, qu'est-ce que c'est le rapport des protestants aujourd'hui à la société française, dans toutes ses formes? Eh bien, c'est justement cela, la question qu'on se dit, ces nouveaux protestantismes, ces évangéliques, sont-ils protestants, sont-ils pas protestants? C'est une question qu'on se pose, hein. Et la question, je crois qu'il faut la poser, c'est par rapport à ces critères. Qu'en est-il de la liberté de conscience? Qu'en est-il de la conscience de la grâce de Dieu? Qu'en est-il du rapport à l'Écriture? Et c'est par rapport à ces critères-là qu'on est en dialogue et qu'on voit s'ils font partie de la famille ou pas. Je prends 2-3 exemples assez simples et qui sont des exemples qui furent ou qui sont encore aujourd'hui de fractures de société. Les protestants et la peine de mort. Oui. Ils sont contre? Majoritairement, oui. Les protestants et l'interruption volontaire de grossesse. Ça dialogue. Il y a le protestantisme historique a pris position depuis les années 70 en disant que parfois l'interruption volontaire de grossesse était toujours un mal, mais qu'elle pouvait être un moindre mal. Hein, dans le domaine de la hiérarchie des valeurs, voilà. Les protestantismes plus évangéliques sont plus réservés au nom de la préservation de la vie. Les protestants et le mariage homosexuel. Vous savez que donc, l'Église protestante unie de France a décidé de bénir les homosexuels. Cette question est clivante au sein du protestantisme, où là aussi, ça dialogue et ça s'exclut, enfin ça dialogue sec, quoi, je veux dire. Mais là-dessus, ça c'est une question éthique. C'est pas une question qui renvoie au fondement. C'est une question éthique et de rapport à la Bible. Donc c'est presque une question secondaire, même si elle divise. J'entends bien. Mais c'est formidable vos réponses, parce qu'elles ont été à la fois très claires, mais on se rend compte aussi que ce sont des choses qui ne sont pas tranchées de façon définitive. Comme si le débat était en cours et qu'on était en train d'en discuter entre bons protestants, si je puis dire. Isabelle de Golemin. Oui, je crois que la définition, elle est là. C'est que les protestants sont divers et que pour eux, peut-être que la conscience personnelle, le rapport individuel prime sur l'unité. Pour les catholiques, de fait, il faut avoir l'unité derrière une personne, derrière le pape. Donc ce genre de débat, chez les catholiques, ils existent. Mais par contre, on ne les montre pas et il y a un point de vue unique. Je vous le dis autrement. Est-ce que
dans une manif pour tous, on peut voir défiler des protestants aux côtés des catholiques. Ah, les évangéliques, ils ont défilé. Mais je disais tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure, c'est une conséquence de ce que je disais tout à l'heure. Le sujet est premier par rapport à l'institution. Et comme les sujets sont divers, eh ben dans le protestantisme, c'est divers, c'est dialogue. Oui, alors c'est quand même un peu... C'est vrai, parfaitement, mais là, on a quand même un mouvement un peu quand même de contradiction aujourd'hui dans le protestantisme français, parce que d'un côté, il y a ces protestants qui incarnent cette image que les Français ont du protestantisme, un monde très libéral, un monde déconfessionnalisé. Oui, de grande tolérance, pour aller vite. Un monde de tolérance, un monde très sécularisé tout de même, un monde qui n'attache pas beaucoup d'importance au gris-gris religieux, mais beaucoup à l'action sociale, enfin, etc. Ça, c'est un peu l'image. Ça, c'est vrai. Ça, c'est le protestantisme français historique. Mais aujourd'hui, en fait, vous voyez, plus de la moitié des protestants de France sont en fait affiliés à ce qu'on appelle les évangéliques, mais en fait, il y a tout dedans, il y a des baptistes, il y a des pentecôtistes, c'est une nébuleuse. Là encore, c'est un christianisme américain, et ce christianisme américain, lui, il est beaucoup plus rigide moralement, il est beaucoup plus interventionniste dans le champ politique. Il pense qu'il faut faire valoir aussi les droits de Dieu. Là, je m'oppose totalement à ce que attendez, Jean-François Colissimo, terminé. L'évangélisme n'est pas interventionniste dans le champ politique. Il n'est pas américain. D'abord, il remonte à la réforme. On le laisse terminer. Pardon. D'accord. Bon, donc l'évangélisme est interventionniste dans le champ politique. Tous les derniers présidents américains ont été élus grâce au vote évangélique. Deuxièmement, en France, effectivement, on ne va pas faire d'eux des sortes de métis culturels importés d'Amérique. Il n'empêche que beaucoup de fédérations évangéliques réclament, par exemple, le droit de parler de Dieu à l'école, ce que n'auraient jamais fait les calvinistes et les luthériens de tradition. N'est-ce pas? D'accord, mais qui, au contraire, ont largement participé à l'élaboration de la laïcité. Donc là, il y a un véritable clivage aujourd'hui qui existe dans toutes les églises protestantes, pas qu'en France d'ailleurs, en Europe. Antoine Nouis, et je vous laisse réagir juste quelques mots. Ça n'est pas américain. Ce n'est pas américain, ce que veut dire, le monde évangélique remonte au XVIe siècle. Les premiers évangéliques, c'était les anabaptistes en Suisse, et que si effectivement ils sont présents aux États-Unis, je veux dire par là qu'aujourd'hui, le monde évangélique est bien plus influencé par l'Afrique que par l'Amérique. Donc je crois que d'en parler américain, c'est une erreur. Qui a fait l'émission en Afrique? Pardon? Qui a fait l'émission en Afrique? C'est pas une création spontanée. Ce sont en grande partie les Anglais, les Français, les Norvégiens, aujourd'hui, ce n'est pas les Américains. Ce qu'il y a de résistance face au protestantisme traditionnel, ce qu'il y a de nouvelles résistances avec véritablement un poids social beaucoup plus important et malgré tout à fait représentatif de ce christianisme américain. Isabelle de Golemin. Oui, j'aurais presque envie de dire que c'est Merci de faire le juge de paix. Non, c'est pas tant si les Amerlocs se sont fait de l'entrisme. C'est pas tant les protestants réformés qui craignent les évangéliques, ceux qui les craignent vraiment, c'est les catholiques. Notamment parce qu'en Afrique, en Amérique du Sud, en Amérique latine, ce sont des gens qui mordent beaucoup plus sur la population catholique que la population protestante réformée. Oui. On va donner la parole maintenant à une femme pasteur. Emmanuelle Sebolt est présidente de l'Église protestante unie de France. Madame le pasteur estime que la réconciliation entre protestants et catholiques peut servir de modèle à d'autres religions. François-Xavier Rigaud et Stéphane Lopez. Le protestantisme se porte plutôt pas mal, puisque avant on était autour de 2%, 2,5% de la population et qu'on a passé la barre des 3%. Donc c'est vraiment une bonne surprise. Comment vous voyez la France aujourd'hui? Les dangers, c'est le danger du repli communautaire, du repli sur soi, du repli entre gens qui pensent la même chose que moi. Si nous ne nous retrouvons qu'avec des gens qui pensent comme nous, alors le danger est très grand, qu'effectivement, la France bascule dans des dangers que nous avons connus le siècle passé. Vous avez l'impression que la France ne fait pas suffisamment de choses dans l'accueil des migrants? Oui, bien sûr, on fait largement pas assez et la France pourrait faire beaucoup plus. C'est-à-dire que s'il y avait l'impulsion au niveau du gouvernement pour dire n'ayez pas peur en fait. Quand on rencontre les gens, on se rend compte qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Voilà. Si au niveau politique, il y avait une parole pour dire n'ayez pas peur, n'ayons pas peur ensemble, nous avons largement les moyens de faire beaucoup plus, d'accueillir beaucoup plus. Vraiment, nous pouvons être beaucoup plus généreux que nous ne sommes. Sans aller très loin, nous sommes à Strasbourg, de l'autre côté du Rhin. L'Allemagne a accueilli 1 million de réfugiés. Et nous sommes même pas 1/10. C'est vrai que le monde nous paraît compliqué, qui paraît de plus en plus indéchiffrable. On a du mal à comprendre vers quoi on va. On a peur de ce qui est devant nous. Nous pouvons témoigner, au bout de 500 ans,
de difficultés, de division avec l'Église catholique et aujourd'hui de réconciliation, qu'un autre chemin est possible entre religions et qu'on n'est pas forcément obligé d'être dans le conflit, mais qu'on peut, dans le dialogue, regarder aussi ce qui nous sépare et avancer ensemble. Nous ne sommes pas donneurs de leçons parce que nous avons vécu les divisions, que nous avons vécu les morts et les conflits. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire très humblement, nous avons réussi à tourner la page. Nous avons réussi aujourd'hui à dialoguer, catholiques et protestants. D'autres religions peuvent le faire aussi, simplement. Elle ne prononce pas le mot, mais elle est très claire, Emmanuelle Seboldt. Elle nous dit, si catholiques et protestants ont réussi à se retrouver aujourd'hui et à coexister, c'est possible. Le sous-entendu est avec l'islam et les tensions que peut générer certaines formes de l'islamisme dans notre pays. On est d'accord pour dire que c'était le sous-entendu de cette interview. Absolument, mais c'est pas sûr que ça veuille dire vraiment quelque chose de bien clair, parce que ce que les protestants et les catholiques ont en commun, c'est une foi. Ils ont beaucoup de blessures historiques, mais ils ont le même livre, ils ont une expérience commune de la foi, ils se réfèrent au même Christ, et malgré toutes leurs différences, ils sont en plus dans la même culture européenne, etc., dans le cas de la France. Ça pourrait être autrement ailleurs, n'est-ce pas? Donc, de ce point de vue-là, on a une espèce de convergence qui ne s'établit pas. Il y a un dialogue qui s'appelle le dialogue œcuménique, c'est le dialogue entre chrétiens pour retrouver l'unité, et puis il y a le dialogue interreligieux. Le dialogue interreligieux, il ne vise pas à l'unité, il vise à établir un dialogue respectueux, de la compréhension, de la paix. Vous partez des institutions, ce que je peux très bien comprendre, mais j'ai envie de vous dire, le catholique et le protestant, ils existent en dehors de leur église, et l'un et l'autre, et de leur temple. C'est-à-dire que, voilà, quelle est leur place aujourd'hui dans la société française, et comment ils peuvent faire un chemin ou non. Enfin, je ne sais pas, Isabelle de Gaulle, je vois que vous vouliez réagir. Non, mais je pense qu'effectivement, les a priori, c'est important, et ces a priori-là sont tombés. C'est-à-dire que, de fait, je pense que là, beaucoup de catholiques se sentent extrêmement proche aujourd'hui des protestants, du moins des protestants réformés. Et quand on est catholique, on peut aller prier dans un temple, il n'y a pas de problème, et vice-versa. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas, encore une fois, il y a 50 ans, voire même il y a 30 ans. Donc c'est vrai que c'est pas la même chose, parce que l'islam est une autre religion. Là, on est vraiment sur la même religion qui est le christianisme. Mais ça peut montrer, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les luthériens, les catholiques ont fait un espèce d'accord au niveau de Rome, du pape, etc., en disant, on n'est pas tout à fait d'accord, mais notre accord, c'est de dire qu'on n'est pas d'accord. Donc ça, je trouve que c'est intéressant. C'est une manière de se parler quand même. C'est comme de la diplomatie. On dit, bon, on est différents, mais on va quand même signer quelque chose pour dire qu'on reconnaît nos différences. Alors de fait, ça peut aider pour le dialogue interreligieux, mais encore une fois, ne confondons pas tous. Là, il y a le même livre, la Bible, la même foi, le même Christ. Donc les différences sont beaucoup moins importantes. Est-ce qu'on sait, par exemple, s'il y a aujourd'hui des contacts entre les représentants officiels de l'islam en France et les représentants de la Fédération protestante? C'est le cas? La Fédération protestante et des religions. Je veux dire, il y a un centre des responsables des religieux en France qui se réunit. Enfin, Là, je vous parle des rapports du protestantisme avec toutes les formes de foi en France, et notamment en ce qui concerne l'islam. Ça dialogue, on se rencontre. Alors, on se dit quoi dans ces cas-là? Mais le problème, c'est de cultiver la culture du dialogue. Je veux dire, et le problème, vous savez, moi, j'aime beaucoup cette définition du philosophe Paul Ricoeur, disant, dans l'éthique du dialogue, ce que j'attends de l'autre, c'est qu'il me serve ses meilleurs arguments. C'est qu'ils disent le meilleur, le plus intelligent de ce qu'il y a en lui. Et je crois que vis-à-vis de l'islam, il faut cultiver cette culture du dialogue. Donc, il faut inviter les musulmans à nous dire leurs meilleurs arguments. Et le problème aujourd'hui de la France, et souvent notre compréhension de la laïcité, c'est que la parole religieuse est totalement tue, est totalement privatisée, ce qui ne favorise pas le dialogue et ce qui donc ne favorise pas un islam du dialogue. Il y a des tas de choses qui se passent entre chrétiens, parce que d'abord, il y a une histoire commune, par exemple, façonnée dans la Résistance. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties de la Résistance. Il y a aussi des tas d'associations caritatives qui s'occupent de l'accueil des migrants, des pauvres, etc. Et là-dedans, vous croiserez des protestants comme des catholiques, comme des orthodoxes. Il y a le fait que l'Institut théologique, vous avez mentionné, Saint-Serge, je suis orthodoxe, vient d'être accueilli par l'Institut protestant pendant 2 ans. Donc, toute cette familiarité, elle existe parce qu'il y a aussi une longue pratique. Maintenant, ensuite, il y a des institutions qui sont en charge de réunir ces chrétiens et de les faire dialoguer avec les juifs, les musulmans, les bouddhistes. Le dialogue, il est permanent et incessant, en fait, entre religieux,
mais ce qui compte, c'est plutôt la progression des consciences. Je n'arrive pas à vous faire dire, finalement, il me semble clair, à la lumière notamment de ce que nous disaient les personnes qui intervenaient dans le reportage, que la question aujourd'hui de l'immigration, de l'accueil des réfugiés, dont l'essentiel viennent de pays musulmans aujourd'hui, ou en tout cas sont perçus comme tels, est une composante du siècle à venir en France, en Allemagne et en Europe. Et là-dessus, on se dit, que nous disent les protestants de cette question? Les protestants, ils ont été minoritaires, ils sont encore minoritaires, mais ils ont été pourchassés. Ils ont eux-mêmes connu cette persécution, ils ont eux-mêmes migré, beaucoup sont allés en Allemagne à une époque. Donc les protestants sont historiquement très sensibles aux migrations. Ce sont eux qui ont fait beaucoup entre 40 et 45 pour les Juifs, on le sait, par le biais de la CIMAD, par le biais de Chambon-sur-Lignon, etc. Ce sont des pasteurs protestants qui ont caché les Juifs. Aujourd'hui, effectivement, ils sont par rapport aux migrants, ils ont cette sensibilité beaucoup plus forte dans la société française. Et je pense qu'effectivement, votre question, elle est bonne, parce que les protestants qui ont à la fois deux choses, ils sont à la fois minoritaires et ils ont cette culture du dialogue entre eux. Et l'islam, c'est pareil. L'islam, il n'y a pas de pape en islam. C'est comme les protestants. Au mieux, ça serait une fédération avec un certain nombre de mosquées, de courants qui sont pas tout à fait d'accord et tout. Et sans doute l'islam en France peut prendre modèle sur le protestantisme, où on retrouve un peu de tout. Franchement, chez le protestantisme, on retrouve de tout, mais ils arrivent quand même à peu près à dialoguer ensemble. Il n'y aura jamais un seul islam, ni en France ni dans le monde, alors qu'effectivement le catholicisme, c'est quelque chose de beaucoup plus uni. J'avais été stupéfait, alors je ne sais plus qui était à l'origine de ce débat, mais en gros, un certain nombre d'instances protestantes, il y a quelques années, s'étaient réunies pour savoir s'ils devaient continuer d'exister en tant que tels, en tant que fédération. Et ils s'étaient posé la question de leur autodissolution. J'avais trouvé ça absolument hallucinant, mais c'était pas que du débat, c'était qu'apporte encore aujourd'hui, en tant que fédération, et constituer une église protestante en France. Est-ce que vous comprenez que cette idée puisse surprendre? Oui, mais... et ça me semble typiquement protestant comme type de réflexion. Non, en tout cas, il y a une fédération qui existe actuellement, dont un de ses objets, c'est de permettre le dialogue entre les différentes branches du protestantisme, et surtout, quelle est la responsabilité historique que nous avons par rapport à ces églises issues de l'immigration, qui ont des problèmes administratifs, qui ont des problèmes de formation théologique. Et là, il me semble qu'il y a un défi qui est posé au protestantisme, entre guillemets, historique. Et pas uniquement en France. Notamment en France, mais pas uniquement en France. Oui, c'est absolument général, ça se retrouve dans tous les pays. Mais il y a aussi un nouveau peuple protestant. Il y a toujours eu un peuple protestant. D'ailleurs, le protestantisme, ça n'a pas été qu'une élite de banquiers, etc. Il y a toujours eu un peuple protestant en France. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau peuple protestant en raison des missions évangéliques, de ces méga-churches, comme ils les appellent eux-mêmes en banlieue. C'est le petit côté américain. N'est-ce pas? Les populations, justement, du voyage, ce qu'on appelle les tziganes, etc., sont particulièrement tournées vers le protestantisme évangélique. Le protestantisme évangélique aussi, je dirais, a un fort impact sur les communautés afro-antillaises, parce que là, on est dans le cadre, justement, pas du tout d'un protestantisme français classique, mais d'une, je dirais, véritablement d'une forme de célébration qui, pour le coup, avec la grande histoire du protestantisme noir américain, est véritablement dans la chaleur, dans l'effusion, dans l'émotion. Donc on voit que, en fait, aujourd'hui, la sociologie et la géographie du protestantisme changent. Et il y a aussi un protestantisme sud-américain, il y a aussi un protestantisme asiatique. On dit que dans 20 ans, 30 ans, peut-être que le pays où il y aura le plus de chrétiens, ce sera la Chine. Enfin, je dirais, il y en a déjà 65 millions. Donc, on a besoin de voir ce que ça représente pour nous aujourd'hui. Je veux dire, c'est qu'on a un peu une image, voilà, le protestantisme blanc américain, mais c'est plus vrai du tout. Enfin, il faut reconfigurer notre logiciel. Et bien justement, on va partir en Afrique, où la moitié des chrétiens sont protestants, voire un peu plus d'ailleurs, pour la plupart évangéliques. Et là-bas, le protestantisme peut prendre des visages extrêmement variés. Certaines églises ont intégré l'animisme et acceptent même la polygamie. Laure Herpeux et Valentin Jevin. À Lomé, au Togo, cette femme pasteur prêche comme une rockstar. En chanson, pour louer Dieu. À 500 ans, le protestantisme vit une nouvelle jeunesse en Afrique. C'est même la deuxième religion sur le continent. Depuis la fin du XXe siècle, les églises évangéliques se multiplient sur l'ensemble du territoire, particulièrement dans les bidonvilles, où elles représentent l'espoir face à la misère.
Quelqu'un qui est pauvre a besoin d'encouragement, il a besoin qu'on lui donne un peu d'espoir. Je pense que les gens qui viennent à l'église veulent que Dieu réponde à leurs besoins. De nouvelles églises qui séduisent des fidèles, lassés par le catholicisme classique et moins adaptés aux traditions locales. Parce que ce sont des églises africaines qui tolèrent un certain nombre de pratiques africaines, comme la polygamie, etc. D'où en partie leur succès. Même en dehors du christianisme, cette nouvelle forme d'évangélisation devient source d'inspiration. Comme ici, au Nigeria, où chaque dimanche, à l'heure habituelle de la messe, cet imam prêche à la façon d'un évangéliste. Une méthode qui séduit ces musulmans. Au moment où j'ai commencé, je ne pouvais plus partir. Pourquoi? Parce que c'est envoûtant. C'est un appel des musulmans qui louent Allah, qui consacrent tout leur temps à Allah. Ils font en sorte que ce soit facile pour tout le monde, notamment avec cet horaire. Au cours de la semaine, vous allez au travail, le samedi, vous faites vos activités sociales, et le dimanche, vous avez tout le temps de vous rapprocher d'Allah Tout-Puissant. C'est pour ça que nous sommes là. Avec plus de 500 millions de fidèles, l'islam est la première religion du continent. Un islam traditionnel, implanté au 7e siècle et aujourd'hui bousculé par la mouvance salafiste. C'est le cas notamment au Mali. En Afrique, le christianisme et l'islam évoluent la plupart du temps à distance. Mais parfois, quand les deux religions se rencontrent, la foi laisse place à la violence. Alors ça pose une question, je voyais des commentaires qui étaient faits très régulièrement, diagnostiquant la montée notamment du protestantisme évangélique en Afrique et le présentant parfois comme un rempart face au réveil de l'islam intégriste. C'est une réalité aujourd'hui ? C'est une réalité. Je crois que ce qu'on a vu tout de même, c'est l'influence de cette culture américaine qui, encore une fois, on ne va pas la réduire au protestantisme, mais était inspirée par cela, théologie de la prospérité, le téléévangélique, la hotline avec le ciel, les fusions, tout ça, on voit que même les musulmans, les salafistes le reprennent. Dans ce reportage, on voit que les musulmans le reprennent parce qu'en fait, c'est le modèle de la culture mondialisée. Alors aujourd'hui, en Afrique, on a effectivement un véritable affrontement sur la ligne subsaharienne, n'est-ce pas? On voit beaucoup le Proche-Orient, on n'y pense pas, mais c'est toute la ligne subsaharienne. Et il y a un véritable affrontement entre des populations qui ont de lourds contentieux historiques, qui ne sont pas forcément immédiatement religieux, qui ne sont pas forcément immédiatement musulmans et chrétiens. Mais il est évident que le facteur religieux n'arrange rien de ce point de vue-là. On le voit partout, dans tous ces pays d'Afrique. Et de ce point de vue-là, ce qui est important de noter, c'est que les pays qui ont une majorité évangélique sont des pays d'un christianisme militant et parfois militaire, qui beaucoup plus fort que ce qu'on voit dans les pays de tradition catholique, n'est-ce pas? Ça, c'est bien clair. Et évidemment, l'exemple le plus criant, c'est la création du Sud-Soudan, justement, à partir, effectivement, d'une grosse mission protestante, évangélique. Et on a fini par créer deux pays, puisque là, le Nord était musulman, et c'était tout à fait intenable. Qui plus est, et pour finir, ce sont ces chrétientés africaines, mais c'est vrai aussi dans le catholicisme. Ce sont ces chrétientés africaines qui, en fait, aujourd'hui, vont debout contre les formes libérales, progressistes. Ce sont elles qui disent non, pas de femmes prêtres ou pasteurs, non, pas d'évêques, etc. Non, pas de mariage homosexuel, etc. Aujourd'hui, le grand patron de l'église anglicane, c'est une église énorme, protestante, mais à travers le Commonwealth et l'Empire britannique, c'est l'église épiscopalienne aux États-Unis. Patron, l'archevêque de Canterbury, il ne peut pas réunir les évêques du monde entier. Parce que la division sur la question de l'homosexualité est si forte entre un Sud qui est très hostile, n'est-ce pas, et un Nord qui se veut libéral, eh bien, il est incapable de réunir son synode. Donc, on est là véritablement sur des tractions qui sont extrêmement fortes, face à l'islam, mais aussi à l'intérieur des christianismes, entre catholicisme et protestantisme, et pour finir, au sein du catholicisme
et au sein du protestantisme. Ces tensions que vous venez de décrire au sein même du protestantisme traduisent aussi sa poussée, et notamment sa poussée dans ces pays du Sud, ou vers l'Asie, ou vers l'Afrique, dont nous parlions il y a quelques instants. Isabelle de Gaulmin. Oui, de fait, on peut se dire que c'est beaucoup plus adapté, par exemple, que le catholicisme ou que l'orthodoxie à la modernité, dans la mesure où c'est une religion assez souple. On peut entrer, sortir d'une église comme on veut. C'est une religion individualiste. On peut créer son petit temple protestant comme on veut. Et du coup, c'est à la fois un avantage, mais c'est aussi quand même un inconvénient. C'est-à-dire quand on va en Afrique, moi je suis allée souvent en Afrique, et ben franchement, il y a n'importe quoi dans le protestantisme. Des gens qui manipulent, qui mentent, qui en fait, qui retirent de l'argent de leurs fidèles. Il y a absolument aucun contrôle. Effectivement, l'avantage de l'Église catholique, qui n'est pas parfaite, c'est qu'il y a quand même un contrôle sur le protestantisme aujourd'hui. Alors en France, c'est pas vrai du tout. Il y a un bon contrôle, je trouve. Mais franchement, en Afrique, c'est dangereux. Enfin, une partie du protestantisme est dangereux, et en plus, c'est violent. Et c'est pour ça que ce protestantisme-là contre l'islam, il faut faire attention, parce que ce sont des gens qui sont très violents et qui vont effectivement aller vite sur l'affrontement. Et je pense que ce qui est un avantage d'un certain côté, quand même, est un peu gênant quand on voit toutes les formes de protestantisme en Afrique. Alors, pour revenir, sans vouloir vous agacer avec ça, mais nous avions nous-mêmes fait des reportages où on voyait des véritables gourous qui arrivaient des États-Unis et qui faisaient preuve d'un activisme absolument incroyable en Afrique noire et qui remontaient les foules les unes contre les autres. Alors ces visages-là, ils sont aussi les visages du protestantisme aujourd'hui ? Alors oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que l'Afrique est en pleine mutation, qu'il y avait un islam traditionnel en Afrique qui était très sage, qui était très tolérant, et actuellement il y a une sorte de salafisation, si on peut dire, de l'islam africain de la part de l'Afrique du Nord, qui est assez inquiétante parce que ça joue sur la tension. La deuxième chose, c'est que si vous voulez un lieu où il y a un dialogue entre les évangéliques et les musulmans, vous pouvez aller en Afrique, mais vous pouvez aussi aller en banlieue parisienne, hein, et que dans les banlieues parisiennes du 9-3, la vraie présence religieuse, c'est les évangéliques versus les musulmans. Et c'est là que se joue le débat. Donc, ce qui existe en Afrique existe aussi chez nous. Enfin, il y a une espèce de mondialisation, y compris des mutations religieuses. Sur l'Amérique elle-même, il y a à peu près 100 à 150 000, en ce moment, missionnaires américains dans le monde, venus du protestantisme, des protestantismes américains. 100 à 150 000, c'est énorme. Donc là, on est dans un prosélytisme total. Bien sûr, mais vous savez que c'est bien le problème que ça a causé d'ailleurs au Moyen-Orient, n'est-ce pas? C'est que lorsque l'invasion américaine s'est déroulée, il y avait des pasteurs embarqués au bord des tanks et qui ont causé le désastre finalement des chrétiens d'Orient. Pourquoi? Parce que ces chrétiens, d'un coup, étaient stigmatisés comme, en fait, représentants de l'envahisseur. Donc, effectivement, ça pose de graves questions. Ça pose aussi une autre question. Vous voyez, quand on regarde l'histoire du christianisme, vous avez le monde oriental, l'orthodoxie. Puis après, ça passe à Rome. Et vous avez la Méditerranée. Et puis, l'Europe occidentale. Et puis après, vous avez le protestantisme, l'Atlantique. Tout ça, ça a fait des civilisations. Et entre autres, la civilisation américaine. Et aujourd'hui, en fait, le grand enjeu, c'est le Pacifique. Mais est-ce que, et ça c'était la bonne question de tout à l'heure, est-ce que finalement ce christianisme est mietté, comme l'islam, et d'ailleurs était mietté aussi, un peu de la spontanéité, de la libre entreprise, de l'individualisme, etc. Est-ce qu'il est capable de féconder une civilisation ? Oui. Ou alors, en fait, est-ce qu'il est en pleine phase avec la civilisation mondialisée, c'est-à-dire le consumérisme ? C'est une véritable question. Vous êtes en train de nous faire le 21e siècle sera religieux, là. Il l'est déjà un peu. Il l'est déjà un peu comme me dit l'ancien pasteur. Oui, non, mais, tout à fait. Mais alors, je crois aussi que par rapport à ce monde évangélique, il ne faut pas non plus totalement le juger sur ce qu'il est aujourd'hui. Il faut savoir que c'est un monde qui est relativement récent. Et attendez, si on ne le juge pas sur ce qu'il est aujourd'hui, on le juge sur quoi? On le juge sur aussi ses capacités d'évolution. Enfin, je veux dire, il ne faut pas arrêter. Sûr. Je veux dire que vous avez 2000 ans d'existence, nous avons 500 ans. Soyons un peu indulgents par rapport aux gens qui ont quelques décennies. Et laissons-leur aussi le temps de pouvoir gommer leurs excès et de retrouver leur base vers C'est un argument incontestable. Mais qu'est-ce qui se reproduisent? Les pentecôtistes, ceux qui sont plus sur le côté de l'émotion, quelques millions à la fin du XIXe siècle, 200 millions aujourd'hui, peut-être 220, entre le moment où j'ai commencé à parler. À un besoin. Et eux, ils sont véritablement... Alors, c'est pas comme les évangéliques, ils sont pas sur le côté dur, ils sont vraiment sur le côté de l'émotion, du Saint-Esprit, c'est eux le parler en langue, tout ça, et eux, ils ont une croissance fulgurante, y compris en France. En France. Alors c'est la question que j'allais vous poser. Ce sont eux qui augmentent le plus. Oui. C'est pas les musulmans, c'est pas les catholiques, etc. Ceux qui augmentent le plus gros taux de progression,
il est dans ces milieux qu'on va appeler évangéliques au sens très large du terme. Un temple par semaine vient de me souffler Isabelle de Golemin. Vous vouliez intervenir ? Oui, bien sûr. Alors maintenant, mais même chez les pentecôtistes, c'est une évolution. Regardez les assemblées de Dieu. Les assemblées de Dieu, il y a 20 ans, étaient une église qui considérait qu'elle était la seule et qui ne voulait avoir de dialogue. Qu'est-ce qu'on appelle les assemblées de Dieu ? C'est la plus grande église pentecôtiste en France actuellement. D'accord. Elle s'appelle les assemblées de Dieu. Merci. Il y a 20-30 ans, ils se considéraient comme les seuls chrétiens. Ils n'avaient de dialogue avec personne, ni avec les catholiques, ni avec les autres protestants. Et ils avaient peu de dialogue avec la société civile. Aujourd'hui, ils arrivent dans un phénomène de deuxième et troisième génération et ils sont beaucoup plus dans le dialogue. C'est là où je disais qu'il ne faut pas simplement voir les choses implanter, mais voir comment les choses évoluent. Comme quoi le protestantisme n'est pas toujours libéral, puisqu'il y a 30 ans, les assemblées de Dieu ne voulaient parler à personne, même pas aux autres protestants, si je comprends bien. Non. Merci en tout cas à tous de nous avoir donné cette photographie du protestantisme aujourd'hui en France et à l'étranger. L'émission, comme chaque soir, est rediffusée aux alentours de 22h30 sur CNews, mais l'info du vrai continue. Dans quelques instants, 20h l'événement, intitulé ce soir « Terroriste et fier de l'être ». Il s'agit évidemment de cet Ouzbek de 29 ans qui vient de commettre l'attentat le plus meurtrier à New York depuis le 11 septembre. Nous reviendrons aussi sur la fin de l'état d'urgence en France avec nos invités. Mais tout de suite, 20h, le reportage intitulé ce soir « Nasser l'handicapable ». Il s'appelle Nasser Zorgani, il a 32 ans. Ce malvoyant a fait de très brillantes études de commerce, mais désormais, on le retrouve sur scène pour ses one-man shows quand il ne pratique pas aussi la boxe face à des adversaires valides. Drôle de rencontre avec Julie Patin et Margot Bachelier. C'est quand même chiant de faire un sujet avec un mec qui percute à chaque fois la caméra là. Le pire, c'est que vous pouvez faire une standing ovation, je ne ferai pas la différence. Tu bluffes tout le monde là. Donc maintenant, sors-nous des séries. Combinaison, décalage, boum boum derrière. Allez, bravo, top. C'est quelqu'un qui encaisse bien, on va dire. Qui encaisse bien tant sur le ring que dans la vie. Lunettes noires et canne blanche, Nasser Zorgani arrive au théâtre par l'entrée des artistes. Ce soir, il fait la première partie de l'humoriste Yacine Bellatar. Vous avez commandé un mojito ou pas? C'est le premier serveur aveugle. T'es prêt? Bah dis bonjour. Ouais, ça va. Comme d'hab. Nasser a découvert la scène il y a un peu plus d'1 an. Aujourd'hui, il a 8 minutes pour séduire l'Assemblée. Vite. Pour les aveugles, pour ceux en fauteuil roulant, pour ça, tous ceux qui ont un putain d'handicap. Mesdames et messieurs, Nasser, l'handicapable. Ah, la soirée va bien se passer, n'ayez pas peur. J'aurais été ravi de voir cette salle magnifique, ravi de vous voir, mais comme vous pouvez le constater, je suis arabe. C'est un sacré handicap. Hein. Mais je cumule, hein. Je suis né à Alger, j'ai grandi à Marseille, je suis chauve, handicapé, binational, musulman. Je suis dans la merde. Voilà. Il a beaucoup d'autodérision. On peut le vanner, comme vous avez vu tout à l'heure, 200 ans sur son handicap, il en rigole. Et ça, c'est vraiment le fait de montrer que c'est un être humain comme les autres. Et Nasser m'a beaucoup plus apporté que je ne lui apportais. Moi, je lui donne juste une scène où il peut monter. Mais lui, il m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que pouvait être le handicap. Ah, Paris, la ville lumière. Oh, putain. Est-ce que vous savez où se trouve l'Institut national pour jeunes aveugles à Paris? Ah, invalide! Pourquoi ils font ça? Nasser a perdu la vue petit à petit depuis son adolescence. Aujourd'hui, à 32 ans, il ne distingue plus que des taches colorées dans la lumière. Et parfois, il perd ses repères quelques instants, même dans des lieux qu'il connaît par cœur. Une fois que j'ai eu le premier repère qui était les marches, là ça y est, maintenant je sais que tout droit, il y a les portiques, à gauche il y a l'accueil, ensuite il y a les ascenseurs. Donc il y a toujours un temps d'adaptation, mais une fois qu'on a acquis la topographie de l'endroit, après le reste ça vient tout seul. Surtout, pas de misérabilisme. Moulin, Renaud, comment tu vas? Nasser s'est engagé dans cette association pour que le regard change sur le handicap. J'ai les ateliers. Tout à fait. Il y a combien d'ateliers du coup? Diplômé, ambitieux et pourtant au chômage, Nasser se bat pour que les jeunes handicapés puissent étudier et s'insérer plus facilement dans le monde de l'entreprise. On parle toujours de problématiques, de problèmes du handicap.
Et pour moi, le handicap est un excellent moyen pour mesurer l'avancée sociale, économique et technologique d'un pays. Et si on est dans un pays qui ne valorise pas cette différence-là, comment voulez-vous qu'elle valorise les autres différences? Humoriste, militant et ce soir, Nasser se fait aussi boxeur. Sur le ring, il affrontera un boxeur valide. Un défi de plus pour Nasser, qui va combattre sous les yeux de celui qui l'a vu débuter dans ce sport. Il s'est pointé à la salle un jeudi soir, je me rappelle. Il nous a dit ouais, je viens pour apprendre à boxer. Donc dès qu'on a démarré les échauffements, il se cognait un petit peu partout, sur les poteaux, sur les mecs, sur les trucs. Et au début, j'ai pris ça un petit peu à la rigolade. Et au fur et à mesure, je voyais que le mec il était à fond dans son truc. Il avait un objectif, non-voyant, pas non-voyant, pour lui ça changeait rien. Ça nous a appris à nous aussi. Et nos gamins, aujourd'hui, ils n'ont plus d'excuses. Aujourd'hui, quand il y a un qui se plaint ou quoi que ce soit, on dit regarde Nasser, tu n'as pas le droit de te plaindre. Le mec il voit pas, il s'entraîne comme une bête. On a juste une chose à dire, chapeau monsieur. 1 heure avant le combat, en coulisses, échauffement et répétition des gammes. Je vois presque plus de l'œil gauche. Et de l'œil droit, je vois très très mal que sur les côtés. Donc on a mis en place avec Patrick, mon coach, une stratégie qui consiste en 3 points. 1, avoir une garde bien verrouillée. Dès que je suis touché, je contre-attaque. 2, essayer de capter le tronc de l'adversaire, ou au moins le t-shirt, parce que je vois un peu les couleurs. Et en fonction de son déplacement et de comment il se positionne vis-à-vis de moi et de son attaque en premier point. 3, une riposte, une contre-attaque. Sous forme de gamme. Donc je vois pas tellement mon adversaire. Mais si je sais que par exemple il avance le bras gauche et qu'il me touche dans le gant, je sais que je peux rentrer ici ou ici. Donc c'est vraiment réfléchir en fonction de comment l'autre se positionne. Entre Nasser et ses coachs, des codes connus d'eux seuls pour communiquer pendant les combats. On va pas tout dévoiler parce que c'est quelque chose qu'on a mis au point entre nous. Donc il y a 8 ou 9 gammes différentes par rapport au placement de l'adversaire. On lui dit telle lettre et tel chiffre. Nasser, il surprend. Donc il n'est pas très caractéristique justement par rapport au boxeur. Beaucoup de personnes peuvent le prendre à la légère, alors que pas du tout. Il est très explosif, très rapide et il s'entraîne avec le groupe des compétiteurs. Donc là, je pense qu'on va surprendre son adversaire en face. Pour le préparer au combat, 2 entraîneurs et même un ancien champion du monde, Mehdi Sanoun. Dis non. Dis oui. Dis non. Dis peut-être. Derniers instants avant de monter sur le ring, sous l'œil admiratif des autres boxeurs amateurs. Je sais pas comment il fait, c'est incroyable. C'est incroyable. Il dépasse. Il se dépasse complètement en faisant ça. On a besoin de voir, de regarder l'adversaire. Lui, il doit développer son feeling. Sur le ring, plus de canne blanche, mais les yeux de ses coachs pour le guider. Allonge le bras. Allonge le bras. Allonge. Voilà. Comme je vois mal, j'ai que les couleurs. Là, le ring, le sol n'était pas uniforme. Donc il y avait du blanc, du bleu. Et j'arrivais pas à cadrer son truc rouge. Donc j'ai eu du mal. Et au début, il était assez mobile. Mais j'ai quand même réussi à placer 2-3 coups. Quand j'ai accéléré, il m'a surpris parce qu'il a contre-attaqué tout de suite. Donc j'ai dû m'accrocher. Mais ça va, j'ai commencé à prendre confiance et à commencer à accélérer un peu, à mettre un peu des coups puissants. Ouh, la petite frappe. Allez, on continue. Allez, Nasser. 30 secondes. Nasser. Ne baisse pas la tête. Allez, sors-moi une combinaison. Et après 6 minutes de combat, ce qu'il lui a mis. Et je vais dire que c'est monsieur Zangani Nasser le vainqueur ce soir. Sur le ring, au théâtre, Nasser l'handicapable encaisse les coups, mais les rend bien.
Nasser est partout et c'est très impressionnant. Reportage de Julie Patin et Margot Bachelier. Dans 20h la culture ce soir, nous recevons le moine bouddhiste Mathieu Ricard. Vous le connaissez tous, c'est ce monsieur au crâne rasé avec une robe orange et bordeaux qui porte la parole du Dalai Lama depuis de nombreuses années dans les médias. Mathieu Ricard est aussi un formidable photographe et ce soir il nous présente son Himalaya. Mais tout de suite, 20h l'événement.